nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics, ce coup-ci en podcast. Pourquoi en podcast ? Eh bien tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour inviter des gens. Surtout en ces temps où se rencontrer c'est un peu compliqué. Et oui, à ce qui paraît, Noël c'est plus convivial quand on est à plusieurs, enfin c'est ce qui paraît. En tout cas j'ai décidé d'essayer cette année, donc du coup j'ai invité un duo qui dirige donc l'émission Comics Fair. C'est donc Spades et Grey Pigeon. Bonjour à vous. Bonsoir. Salut SN Parode et merci beaucoup pour l'invitation. De Tout à fait. rien. Il y a pas du tout, il y a aucun souci en fait. J'aime beaucoup ce que vous faites, donc du coup voilà, je vous invite. Mais du coup, qui sait, peut-être que des gens ne vous connaissent pas, donc je vous laisse peut-être vous présenter. Après tout, vous êtes les mieux placés pour le faire. Donc Comics Fair, en fait, c'est un podcast qui parle comics, d'où le nom. On a bien choisi sur ce concept. Jusque-là, c'est réglo. Voilà. Et donc, en fait, notre ligne de conduite, c'est de prendre un titre pour vous parler de ce qu'il y a autour, dans le comics et dans la culture pop en général. On va pas vous offrir une critique d'un titre. Si on vous parle de ce titre-là, c'est que globalement, c'est un titre qu'on a apprécié. Parce qu'on va toujours mettre en valeur les titres qu'on apprécie, plutôt que de dénigrer ceux qu'on déteste. C'est très honorable. Et donc, en fait, c'est vous présenter l'historique autour de ce titre-là, vous expliquer les raisons éditoriales, les concepts qui sont développés dedans. Et c'est beaucoup de recherche pour nous, mais c'est à chaque fois beaucoup de plaisir à faire. Et j'ose espérer pour les auditeurs à écouter. Comics Fair, c'est... excuse-moi, pardon, je te coupe. Comics Fair, c'est 2 émissions. Donc ça, c'est l'émission classique que Space vient de présenter. On a une deuxième émission qui prend un peu moins de temps à préparer, qui s'appelle One Shot First, et sur laquelle on revient sur des épisodes uniques, donc des one-shots. À chaque fois, on choisit un DC, un Marvel et un indépendant, et on le décortique. Et, on a un petit jeu avec Spade, c'est qu'on essaye de se surprendre l'un l'autre et de se pourrir un petit peu de temps en temps. Super. On a bien réussi sur la dernière d'ailleurs. Et pas que avec les titres, des fois il me semble que vous essayez aussi de vous surprendre avec la musique de fin. Ah non, moi je ne me surprends pas, c'est moi qui l'ai choisi. Oui, mais... C'est moi qui m'amuse à choisir le pire truc possible pour les auditeurs. On vous aime bien, mais faut pas déconner. C'est assez surprenant la plupart du temps. Et donc, tu te demandais si les auditeurs aimaient bien. En tout cas, je saurais pas dire pour les autres, mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. De rien. Et puis donc du coup, c'est vrai que d'habitude, en fait, avec les autres personnes que j'ai invitées jusque-là, on a beaucoup discuté de savoir quel titre on allait choisir et tout ça. Il y avait plusieurs choix. Et vous, directement, vous avez eu un titre. Oui. Alors, à vrai dire, c'est même Spades qui l'a choisi. Explique-nous, Spades, pourquoi tu as choisi ce titre ? Donc tout simplement, quand tu m'as parlé de titre de Noël, pour moi, j'ai pensé à un de ceux que j'apprécie le plus, qui est tout simplement le Brave and the Bold numéro 184. Qui est donc d'une équipe créative que j'aime beaucoup, donc au scénario Mike Barr, dont on a parlé dans un épisode de Comics Fair sur Camelot 3000. Oui. Et le dessinateur, c'est quand même la légende, Jim Aparo. Oui. Monsieur Batman. C'est Monsieur Batman, et pour moi qui aime les vieux trucs un peu ringards maintenant, c'est aussi l'un des messieurs qui m'a fait aimer le personnage du fantôme du Bengale. Ah. Et oui, il a dessiné pendant des années pour Charlton Comics la version comics de ce fantôme, le personnage créé par Lee Falk. Il le dessinait en parallèle avec Aquaman. Il bossait pour les deux compagnies en même temps. Tout à fait. Parce que c'était 2 titres bimensuels. Et dis-toi que dessiner 2 numéros en même temps, il n'y a pas beaucoup de dessinateurs qui sont capables de le faire aujourd'hui. Et il avait encore du temps. En plus, il arrivait à caser des histoires de House of Mystery. Il était très rapide. Et puis il ancrait pour les copains aussi. Il ancrait et il lettrait aussi. Et pour ceux qui connaissent pas et qui sont fans de Batman, honte sur vous parce que c'est vraiment Monsieur Batman, tellement il a travaillé des années et des années, presque 20 ans sur le personnage. Il nous a servi des runs cultes. On peut parler du Death in the Family.
Tout à fait. Qu'il a dessiné. Et il a créé des personnages incroyables comme Tim Drake, que j'aime beaucoup notamment. Ouais, il est sur les personnages aussi où il a été très doué. Moi, je note aussi le Spectre où très franchement, il s'est vachement démerdé là-dessus. Ah oui. Non, c'est un grand monsieur, c'est tout simplement ça. Et forcément, ouais, ce titre-là est un de mes titres fétiches de Noël à cause de l'équipe créative et juste parce que c'est une bonne histoire aussi, surtout. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc voilà, je vous en ai parlé un petit peu comme ça en off, mais oui, c'est une des histoires que je comptais garder pour un 24 décembre, donc pour un des pinacles normalement donc de cette émission. Mais comme c'est avec vous, moi, il n'y a pas de souci. C'est gentil de nous permettre ça quand même. Ah non, ben voilà, moi c'est... En fait, comme vous me l'avez balancé direct, voilà, moi ma première réaction c'était « Ok, vous avez du goût ». Voilà, ça... donc du coup, bon, j'imagine que cet avis va être positif, mais j'aimerais quand même bien l'entendre de votre bouche. Est-ce que vous pouvez me donner un peu votre avis sur le titre avant qu'on en parle? Même si toi, moi j'étais Spades, très déçu, très déçu par le titre. Non, je plaisante. Non, c'est un titre de l'âge de bronze. Certains le considéreront un petit peu comme daté. J'ai trouvé personnellement que même encore aujourd'hui, il se lit très très bien. Il y a pas de temps mort, il y a un vrai rythme. C'est pas du tout ce que certains qualifient les comics de cette époque. C'est pas du tout un comics verbeux. Oui. Il n'y a pas de texte explicatif pour expliquer ce qu'il y a sur le dessin. Chaque case est importante, chaque partie de texte est importante. C'est très dense. Et c'est en plus une très belle histoire de Noël. Mais même sans Noël, c'est une excellente histoire de Batman aussi. Enfin, ça permet vraiment énormément de choses. Alors, c'est pas seulement une très bonne histoire de Batman, c'est une très bonne histoire de Batman. On l'a pas encore dit, mais c'est un épisode de Brave and the Bold, donc c'est Batman en duo avec quelqu'un d'autre. Dans cet épisode, c'est Huntress, la Huntress de la Terre 2. Donc c'est un très bon épisode de Batman, c'est un très bon épisode de Huntress, et c'est aussi un bon épisode de team-up entre la Terre 1 et la Terre 2, un petit peu à la façon de JLA, JSR. Alors, Huntress de la Terre 2, qui est en fait la fille donc, de Bruce Wayne sur cette Terre parallèle qui est, on va dire, plus vieille d'environ 20-25 ans. Voilà, et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce titre-là, c'est qu'avec ces titres Batman-là, y a quelque chose qu'on a perdu depuis, où on essaie vraiment de le rendre de plus en plus sombre, en le cassant de tous les côtés. Et en fait, c'est que ces épisodes-là étaient capables, en fait, d'apporter un élément en plus qui allait faire mal à Bruce, mais où vraiment tu n'avais pas l'impression qu'il tirait des grosses ficelles. Oui, là, voilà. ce qui arrive à Bruce, parce que c'est l'histoire, c'est quand même un événement, une découverte qu'il va faire qui va bouleverser ses convictions. Et carrément, c'est pas artificiel, quoi. On force pas à gros traits, c'est juste un élément qui paraît, on va dire, anodin face à tout ce qu'il a affronté à travers le temps, mais c'est le genre de truc qui est capable de le détruire. C'est ça, c'est pas pour rien que le titre est Le Dernier Noël de Batman. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc du coup c'est Brave and the Bold de donc 184, on ne l'avait pas dit, qui est sorti donc en 1982. Janvier 1982 et en mars 82 sur la cover. C'est ça. Donc du coup, moi... et si on racontait une histoire? C'est ça. Une histoire que, eh bien, on est trois à beaucoup aimer. Tout à fait. Eh bien, l'histoire s'ouvre sur une page qui est quand même assez bien construite puisqu'elle n'a pratiquement pas de bulles et pas de paroles. On est donc clairement, en tout cas le soir, il neige. C'est un petit orphelinat et bon s'il a l'air assez déshérité, les jouets avec lesquels jouent les enfants sont carrément tout pourris, décrépits même. Oui, c'est bien de la merde. Ah oui, oui. Quand tout à coup quelqu'un frappe à la porte. Et en ouvrant, eh bien, on tombe sur un sac de jouets et donc qui sont distribués donc à tous les enfants. On a donc la vieille gouvernante donc qui est en larmes et qui sort. La tante May de l'épisode, oui. Et donc
qui sort et qui voit une silhouette dans la nuit qui apparemment aurait laissé le cadeau. Mais quelle est cette silhouette? C'est celle de Batman. Alors, cette page, elle est très belle, elle est très intéressante. C'est une histoire en elle-même. Hein. Elle se tient en cette page se suffit elle-même. Et d'ailleurs, elle n'a que pour cet épisode, le seul but de cette page, c'est de montrer qu'on est à Noël. C'est ça. Et que Batman est quelqu'un de généreux. C'est ça. Et ça me fait aussi penser à pas mal d'histoires de Noël, en fait, bien plus anciennes, des années 40 ou 50, qui avaient justement pour habitude de mettre Batman à aller donner des cadeaux à des orphelins. Et c'est aussi en fait une manière de faire référence au conte de Noël de Dickens. Tout simplement, on se retrouve avec la thématique de l'orphelinat, les pauvres et compagnie, les cadeaux qui arrivent. C'est vraiment toute l'histoire est construite limite comme un conte de Noël à la Dickens. Oui. Il y a beaucoup de choses en creux aussi, hein, parce qu'avec cette page, on comprend aussi que et on le sait, que Batman est quelqu'un de très riche, donc il se doit d'être généreux encore plus ça. À Noël. Et en plus, il est orphelin. Mais justement, son rôle principal à Batman, c'est quand même d'aider la police. Et justement, la police est en train de l'appeler grâce au Bat-Signal. C'est ça. Et donc, il y a toujours Gordon, fidèle au poste, qui dit non, il viendra même s'il est un peu en retard. Voilà. Parce que comment un flic peut douter que Batman ne répondra pas au signal quand même? Il était occupé à porter des jouets aux enfants. Par contre, il est de mauvaise humeur, hein, Gordon. C'est pas une bonne période pour lui. C'est une période où on nous montre un Gordon qui va peut-être pas tarder à prendre sa retraite. Il y a aussi le nouveau maire de Gotham, Hamilton, qui n'est pas franchement en faveur de Gordon. Non, un flic non corrompu, ça doit pas lui plaire des masses, hein, je pense. Ah bah oui. Encore une fois, il faut référence à des événements. Donc, si on connaît pas la période de Batman, cette période-là, on ne sait pas trop de quoi il parle, mais on comprend tout de suite. Et c'est un élément qu'on ne reverra pas dans la suite de l'épisode. Ouais. Je pense que c'est juste pour situer. C'est tout ça. Simplement. C'est ça. En trois lignes, on sait très bien où on est. C'est ça. On n'a pas vraiment besoin en fait d'avoir lu. On a juste besoin d'avoir ces quelques phrases et c'est suffisant. Ça te donne le contexte. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est quand même de voir Batman consoler le commissaire. On a plus l'habitude de voir l'inverse quand même. Mais c'est une thématique qui reviendra plus tard dans l'épisode d'ailleurs. Je pense que c'est une volonté de l'auteur. Oui. Et donc du coup, Batman au bout d'un moment demande quand même, vous m'avez demandé de venir. Tu m'as demandé de venir, c'était pas juste pour te réconforter quand même. Oui, apparemment il y a un problème. Il y a un gangster local, quelqu'un du nom de Spurs Sanders, qui a trouvé des... Oh mince, putain, j'ai perdu. Des preuves, des choses compromettantes. Qui a perdu des enregistrements et des preuves. C'est surtout qu'il s'est fait trahir par son comptable. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et le comptable doit remettre ses preuves à la police, mais les preuves ont été interceptées par un brigand. Voilà, et donc Batman part à la recherche d'un brigand, et il lui faut trouver quelqu'un capable de cacher les dossiers sans que ça se remarque. Et qui, mieux que le Père Noël, peut cacher des dossiers? Donc on a Batman qui passe à tabac le Père Noël, tout à fait normal. C'est ça. Après, malheureusement, on voit pas beaucoup cette course-poursuite et ce passage à tabac, puisque l'action passe sur quelque chose d'autre qui se passe à Gotham. L'arrivée de quelqu'un par les tubes de la Justice League, les tubes de transport. C'est Helena Wayne qui arrive de la Terre 2, justement, on en parlait tout à l'heure, qui arrive directement dans son costume de Huntress. Elle arrive sur la Terre 1, parce qu'elle n'a pas envie de passer les vacances de Noël toute seule. Voilà, parce que Helena Wayne, c'est donc la fille de Bruce Wayne qui est mort quelques mois auparavant. C'est ça. Qui est mort en ayant arrêté d'être Batman et même en ayant aussi pas mal de ressentiment, on va dire, envers les héros. Et justement, qui a repris son rôle de Batman pour mourir de manière héroïque. C'est un excellent épisode aussi que je conseille. Après avoir été aussi commissaire de Gotham, j'aime bien rappeler ce petit trivia. Oui, c'est aussi. Mais non, c'est passionnant. Hein. L'histoire de Terre 2 est vraiment passionnante à traiter parce que c'est
En fait, Terre 2, c'est la Terre originale de DC Comics, et ce que nous, on considère comme étant la Terre 1, c'est le remake. C'est ça, c'est la recréation dans les années 60. Voilà. Et c'est pour ça que Terre 2 est vraiment, vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul endroit où en fait, il n'y a pas eu de statu quo. Voilà. Et le truc, c'est que cette page-là, elle sert à remettre ça en contexte. Et justement, ça explique que donc, sur la Terre 1, les héros de la justice sont la Ligue de Justice, mais que sur Terre 2, c'est le monde. La société de justice. Voilà. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec ces concepts, une demi-case et on a tout compris. Oui, voilà. c'est ça. Ça m'a toujours gêné qu'on dise que le multivers d'essai à l'époque était trop compliqué. Non, c'est très facilement explicable. Voilà, alors, ce qu'il faut savoir avec la Huntress, c'est que c'est pas la première fois qu'elle fera équipe avec Batman. Ils sont très complices, les deux, à tel point que Bruce, dans l'univers de la Terre 1, qui est assez jeune, hein, il est trop jeune en tout cas pour avoir Helena comme fille, la considère quand même presque comme sa fille. C'est la fille qu'il pourrait avoir. Voilà, et elle-même l'appelle son oncle. Tonton Bruce. C'est ça. Ouais. Et justement, en fait, le petit point généalogie de Helena, c'est que si le père est la chauve-souris de la Terre 1, la mère, c'est nul autre que la Catwoman de ce même monde. Ouais. Et donc, du coup, Helena, elle veut pas passer Noël toute seule, pour le coup. Donc, elle part à la recherche de Batman. Alors j'en profite pour poser une petite question. Comment se fait-il qu'elle passe Noël toute seule sur la Terre 2 Parce que si je me souviens bien, elle est en couple avec Robin. Pas à l'époque, c'est plus tard. D'accord. C'est pas encore en couple. Là, à cette époque-là, elle était en couple avec quelqu'un qui assumait pas le fait qu'elle soit une tresse. C'est ça. Et elle tient absolument à être une tresse parce que papa, parce que tout ça, voilà. C'est compliqué. C'est ça. Le cœur entre super-héros. Mais et le problème, c'est qu'elle va retrouver du coup Batman, qui, comme on a dit, est vraiment en train de passer à tabac le Père Noël. Là. Il est en train de le tabasser, le Père Noël. Il est trop cher, il va pas distribuer des cadeaux longtemps. Il faut dire qu'il a un gros flingue, le Père Noël. Hein. Ah gentil. Et Batman, en fait, s'arrête seulement, tout simplement dans son tabassage en règle, en justement tombant sur les dossiers. Et là, il va faire une découverte qui va bouleverser son existence. Parce que le nom de la personne qui donnait de l'argent aux fameux criminels pour qu'ils puissent créer son empire du crime, ce nom n'est autre que... Thomas Wayne. Voilà. Super. Sous le choc, le Père Noël reprend son flingue et se dit je vais le tuer, je vais tuer Batman. Et non. Et qui arrive à ce moment-là? La cavalerie. Huntress. Et ça tombe bien parce qu'elle a avec elle, je crois, quelque chose qui permet de savoir où est Batman. Heureusement, parce que sinon, elle n'aurait jamais pu arriver sur les lieux. En fait, c'est toujours la même explication. En fait, c'est le communicateur de la Justice League. Ouais. Il y a un GPS intégré. Pratique. Ça fait depuis longtemps qu'il y a un GPS intégré. Les GPS n'existaient pas encore qui pouvaient faire ça. 82, c'était des visionnaires. Ouais. Même le téléporteur, on l'attend toujours. Mais, c'est ça. Bon, j'ai vu la mouche, je l'attends plus trop, mais... Il faudra demander à Adam Strange, il gère bien les téléportations. Voilà. Mais donc, pour en revenir à notre Père Noël, qui s'est donc pris une raclée par Batman, maintenant, c'est la fille de Batman qui lui connaît une raclée, et puis il en prend une chère aussi. C'est ça. Et du coup, Huntress, elle est très contente de le revoir, mais il a l'air quand même un peu déprimé. Et là, il est là, non, là, franchement, je me sens pas bien, j'ai besoin de parler. Ouais, et pour que Batman ait besoin de parler, il en faut beaucoup, quand même. Et donc, du coup, il décide de partir avec Huntress, dans son building, tout simplement parce qu'à l'époque, il ne vit plus dans le manoir Wayne. Il a un penthouse tout en haut d'un gratte-ciel de la Wayne Foundation, quoi, où justement notre bon vieux Alfred vient de préparer le lait chaud et les cookies, Noël oblige, puis Batman, Batman, grand amateur de cookies, c'est bien connu. on ne sait jamais quand Martian Manhunter peut débarquer. Voilà, c'est ça. Les Oreos, c'est primordial dans ce cas-là. C'est ça. Mais Bruce, donc il est tout penaud, il est tout triste, il fait la tête, il est pas bien, et c'est Huntress qui va le remettre d'aplomb en disant mais attends, t'es pas seulement un justicier, t'es aussi un détective, allez au boulot, on va enquêter. C'est ça, puisque ça te mine autant, on va aller vérifier si c'est vrai, viens, on va sur le terrain, on y va.
Et c'est là qu'on apprend aussi que c'est 2 jours avant Noël. Mm. Et donc du coup, mais c'est le moment parfait pour que Bruce Wayne décide d'appeler de vieilles connaissances qu'il n'a pas vu depuis très longtemps, comme par exemple le comptable de mon père. Mais sur cette page, il y a un truc qui me fait beaucoup marrer aussi, c'est il y a une image où donc Bruce est au pied d'un tableau de ses parents. Oui. Et là, on se rend compte en fait que Jim Aparo a dessiné donc Thomas Wayne et Bruce Wayne exactement de la même manière, mais en inversant le sens des cheveux. Oui. Et ça m'a beaucoup fait rire quand je m'en suis rendu compte, quoi. C'est un tout petit détail pour les différencier, mais suffisamment flagrant pour qu'on voit la paternité, quoi. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu la maison du comptable, je me suis dit que je m'étais trompé de carrière. Ouais, parce que quand. Parce que c'est pas une maison dans laquelle il vit, hein, c'est un château. Ouais. Oui. Ouais, et ce qui est con, c'est que vu son état, ça doit être plus pénalisant qu'autre chose, hein. C'est ça, il est bloqué Oui. au rez-de-chaussée. Oui, Oui, non seulement il est bloqué au rez-de-chaussée, puis si les toilettes sont à l'autre bout de la maison, monsieur est vraiment dans un sale état, quoi. Ah, mais C'est parce que c'était le comptable de Thomas Wayne, mais il a des domestiques, il a tout ce qu'il faut, hein. On c'est sent ça. qu'il a réussi. Ah, on voit Oui, bien la cheminée, il y a du marbre, il y a des statuettes, enfin voilà. Bon, par contre, il est en fauteuil roulant. Et on apprend un peu plus loin qu'il a à peine 60 ans, alors que, en tout cas, Jim Aparo le dessine comme s'il en avait pas loin de 90. Hein. Ah oui. Mais ça nous explique bien justement que c'est pas normal qu'il soit comme ça à cette époque, au moment où on apprend son âge. Voilà. Et donc Bruce vient donner ses hommages à ce vieil homme en présentant donc Helena comme étant sa cousine qui vient d'une autre ville. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça nous précise bien que elle ressemble beaucoup à la mère de Bruce, pour le coup. Voilà. Donc autant Bruce, c'est le portrait de son père. Alors que si on la compare au portrait dont tu parlais tout à l'heure, ça elle n'a ne rien à ressemble voir. pas du tout. Mais alors pas du tout. Ah, au niveau du bas du visage, pourquoi pas, mais les cheveux, oui, pas du tout. Alors même la forme du visage, je trouve que ça va pas du tout. Mais on va mettre ça sur le compte. Il est vieux, il est fatigué. Voilà, c'est ça. Ah oui. Donc la discussion s'engage entre les deux et Bruce lui remet un petit cadeau qu'il a pour ce vieil homme, donc une photo de la famille Wayne aux côtés donc du comptable. de ce comptable. Qui date d'il y a bien longtemps, puisque jeune Bruce était vraiment gamin. Puis ses parents étaient vivants, donc oui, en plus. aussi. Et justement, le comptable reconnaît, Monsieur Randolph reconnaît que c'est les années les plus joyeuses de sa vie et que ça lui fait chaud au cœur. Ça m'étonne pas qu'il considère que ce soit les années les plus joyeuses de sa vie, parce que, imagine-le, et donc il vit tout seul, non, avec ses domestiques dans sa grande maison, et la décoration de son salon, c'est les dossiers de comptabilité qu'il a gardés. Oui, c'est ça. Ouais, tu peux aimer ton boulot. Ah oui, là, il faut vraiment l'aimer quand même. Hein. Et d'ailleurs, dans les impôts de 1964, cool. C'est ça, mais du coup c'est vachement pratique pour Batman, puisque Batman il veut juste vérifier tout simplement les comptes de son père d'il y a 25 ans. D'ailleurs, il récupère les comptes en Bruce Wayne avec Helena en Helena, et la case d'après, ils examinent les comptes tous les deux, mais en costume, parce qu'on examine mieux des comptes en costume. Oui, mais ça va mieux pour lire. Il doit y avoir des lentilles spéciales, je pense, un truc comme ça. Voilà. Non, mais je pense que c'est plus un effet de style, tu vois, genre. Ouais, tout à fait, parce que la case d'après, d'ailleurs, on retrouve Bruce et Helena qui quittent Randolph en Bruce et Helena, pas du tout en costume. Oui, c'est vraiment, comme tu le dis, un effet de style. C'est pour bien nous montrer, c'est leur côté détective. Voilà, c'est la manière de dire de Mike Barr, de dire les lecteurs, si vous êtes un peu cons, on vous rappelle que les personnages, c'est Batman et Tress. C'est ça. Et donc justement, il quitte Monsieur Randolph, donc en découvrant que les fameuses sommes que le criminel a reçues semblent bien correspondre à des dates où Thomas Wayne a fait les mêmes transferts. Tout semble incriminer Thomas Wayne. Bruce, il est penaud là encore une fois. Ah bah oui, ça lui fout quand même un gros coup au moral, mais il reste encore quand même un endroit à vérifier. C'est tout simplement le criminel lui-même, Spurs Sanders. Yippee motherfucker, hein, on va dire. Ah bah disons que oui, pour le coup, là on n'y va pas avec subtilité et finesse, on y va avec mandale et droite.
Ah, quoique se planquer dans un monticule de neige pour défoncer, fallait le penser, hein. Il se lèche subtil, hein, le père Batman, hein, quand Ah même. bah quand même, il est Il en- la nuit, quand même, il sait se camoufler quand même. Voilà. Et il en profite pour donner des conseils à sa fille d'un autre monde. Donc, c'est pratique, hein. Il C'est fait ça. tuteur en même temps. Mais c'est un des trucs que j'adore à propos des trucs de cette époque, justement, sa fille d'un autre monde. Enfin, c'est des concepts qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est trop bien. Mais, euh, mais donc, ils s'introduisent Par contre, hein, ils ont été hyper subtils pour entrer sur le terrain, mais dans la baraque, ils défoncent tout. On dirait les chevaliers du Zodiac dans une maison du sanctuaire, quoi. C'est ça. Où es-tu, grand pop? Eh bien, ce coup-ci, le grand pop, eh bien, ça ressemble quand même à un Texan moyen. Ah, moi, Ouais. j'allais dire c'est Boss Hogg. Ah, aussi. Ça, aussi. c'est tellement ça. Il a le chapeau de cow-boy, il a le cigare, il a les Santiago, la totale. C'est ça. Et l'accent pourri, alors qu'il est jamais sorti de Gotham. C'est ça. C'est fabuleux. Ce personnage est fabuleux. Et donc, il en profite pour faire écouter un enregistrement De à l'époque. Batman. Et enregistrement qui ressemble fortement à la voix de Thomas Wayne. C'est ça. Avec quand même un tout petit bruit qu'on commence à entendre. Un petit tap-tap-tap sur la piste. Et Mais alors, Batman- j'avoue que je ne comprends pas parce il est incriminé, Spurs, et il essaie pas du tout de se défendre. Il passe tout de suite l'enregistrement. Hein, il l'avait sous la main, c'est pratique. C'est ça. Mais comment il peut-il deviner que Batman va être enclin à négocier Alors, moi, je pense que c'est justement par rapport à plein de choses qu'on a pu voir. On sait très bien que Bruce Wayne est un grand ami de Batman. Bruce Mhm. Wayne aide beaucoup Batman, que ce soit financièrement ou dans des choses comme ça. Il fait des galas ou des choses comme ça. C'est un peu comme la relation qu'on a pu avoir plus récemment dans le run de Morrison, où justement Bruce Wayne soutient publiquement Batman. Ah, ça se tient. je pense que c'est ça. Et Batman, en entendant l'enregistrement, se dit cette voix, on ne peut pas se tromper. C'est mon père. C'est mon père. Et Tododo. forcément, il est complètement retourné. Et Spurs en profite pour lui annoncer si vous m'embêtez un peu trop, cette bande peut aller dans le Voilà. public parce que C'est ça ça. peut pas servir de preuve vu que c'est un enregistrement. Mais si les gens savaient que les Wayne ne sont pas aussi classe que ce qui se raconte, C'est ça ça. va faire mal. Ouais, c'est un peu comme apprendre que les Kennedy sont racistes et compagnie. On le sait maintenant, mais à l'époque, ça aurait fait scandale, quoi. Ouais, mais bon. C'est- Et bah, chez Batou, ça lui fait quand même beaucoup de mal. Il demande d'être un peu tout seul. Mais bon, bah, Elena décide de le suivre quand même parce que ça lui rappelle beaucoup de choses qu'elle a vues justement avec son propre père qui, on l'a dit, a arrêté d'être Batman, a été un peu contre les héros pendant un moment. Et c'est là que t'as vraiment une scène où tu vois Batman qui est sur la tombe de ses parents et qui est là et qui... Enfin voilà, je réalise maintenant que vous étiez pas forcément les hommes... Enfin l'homme décent en fait que j'ai essayé de venger en fait pendant toutes ces années. Mon Dieu, papa, tu étais de droite. C'est un peu ça, c'est pas faux. Et donc du Ah, mais il coup, considère que toute sa vie, en fait, n'est Mais quel qu'hypocrisie. mensonge. c'est ça. Ouais, Bah, parce bah, qu'il peut plus, il peut pas combattre le crime en l'honneur de son père puisque son père ne le mérite pas. c'est ça, Voilà. parce qu'en fait, ça ferait de lui un hypocrite en fait de se battre contre des criminels en fait, de se battre contre des criminels au nom de son père, alors que lui-même n'était pas mieux. Et qu'en plus, il utilise l'argent de son père qui vient de la pègre au final. Et donc du coup, c'est Par contre, peut-être le moment j'ai- pour que Batman meure. Mais par contre, j'ai un petit problème Ouais. avec ce passage-là. C'est le fameux moment où ils partent de chez Spurs pour, euh, pour aller donc au cimetière pour cette scène déchirante. Donc, dans cet épisode, ils vont tout faire, quasiment tous les transports, en se baladant à la Spider-Man de building en building. Oui. Batman, t'as une voiture, qu'est-ce que tu nous fais là? Mais il sait pas, Alfred, il a peut-être pas fait le plein, je sais pas. Surtout qu'on nous montre à chaque fois où ils vont quelque part et c'est des gens qui habitent dans des grandes maisons qui sont complètement à l'écart du reste de la ville. C'est ça, Oui, quoi. oui. Donc en fait, ce qu'on nous montre pas, c'est les 20 minutes où ils passent le temps à trottiner. C'est un peu, ouais, c'est un peu les sketchs de Spider-Man au Kentucky, quoi. C'est ça. Mais Mais surtout
qu'en faisant Mais ça. ça fait des jolies pages de Aparo. Ah oui. Ouais, tout à C'est fait. clair. Mais bon, le truc, c'est que même s'ils vont vraiment au cimetière comme ça, franchement, le speech déchirant de Batman, il est soufflé comme un rat mort, hein, quoi. Donc, Ah oui. C'est ça. Par contre, la case où il décide de retirer son costume, elle est vraiment iconique et c'est d'ailleurs celle qui va servir pour la couverture de Ah, tout à l'épisode. fait. elle est vraiment belle, ouais, celle-là. Ouais. Ouais, Bah, pour moi, c'est un des moments de décision de héros que je trouve l'un des plus beaux avec le Spider-Man No More. Ouais, mhm. on est obligé d'y penser en fait. Oui, bah, il y a le ça côté, ressemble il beaucoup. y a le côté enlever le costume, il y a, enfin, il y a plein de choses, oui. Mais du coup, surtout, c'est une décision qui n'impacte pas que le héros, puisque ça impacte aussi Huntress qui se rappelle en fait justement son propre père. En fait, elle voudrait justement éviter de perdre un deuxième Batman, tout Et simplement. pas uniquement un Batman, c'est qu'en fait, le fait que le Bruce Wayne de son monde, donc son père, ait cessé d'être Batman, ça l'a plus ou moins détruit. Et il a fait ça, C'est pas de ça. gaieté de cœur, c'était suite à un drame. Bah, Donc la mort. oui, Il y a une très jolie case où on voit les deux Batman, donc celui de la Terre 2 et celui de la Terre 1, qui renoncent à leur costume, l'un face au cadavre de sa femme et le deuxième face à la tombe de ses parents. c'est Ouais. ça. Et vraiment, c'est la raison pour laquelle elle a pris le costume, c'est justement que son père refusait de redevenir un héros et que le Gotham avait besoin d'un héros. Tout à Et fait, et que Robin tout seul n'était pas suffisant. voilà. Et que, en fait, Bruce Wayne redeviendra un héros sur la fin de sa vie pour sauver la situation d'une manière totalement héroïque. Et Oui, elle n'a pas envie de revivre ça. Et que Gotham perde son héros, et de voir en fait ce Bruce Wayne sombrer dans la dépression, c'est parce ça. que clairement, ce qu'il vit dans les cases qui suivent, c'est la dépression. Oui, bah, être Batman, c'est la façon qu'il a trouvé de gérer son traumatisme. S'il doit arrêter d'être Batman, il retombe dans son traumatisme. Et là, on le voit en fait vivre en fait les situations d'habitude de Bruce Wayne qui servent un peu pour camoufler Batman. Donc Mhm. aller. Sauf qu'il n'arrive pas Donc, à c'est bah non. s'échanger simple. parce qu'il est malheureux comme tout et Ah donc oui. même les jeunes filles qui sont autour de lui n'arrivent pas à le consoler. Ouais, donc un plan A3 pour toi, c'est une technique de camouflage, c'est intéressant. Bah pour Bruce Wayne, oui. Écoute, il a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Ah oui, Mais parce que là, franchement, c'est bien parti pour Astrid Sama, quoi. Donc. ah bah Ah sauf non, parce que le club, sauf lui qui Gotham, n'a. il s'en va, Ouais. il laisse les deux jeunes filles Ouais. toutes seules, Ouais, il oui. s'en va de tête baissée, il va se balader en ville et il va tomber sur qui? Ben, sur le Papa Noël qui a pris la raclée juste avant, qui donc là est en tenue civile. J'étais assez étonné de le retrouver d'ailleurs parce que on l'avait laissé en bien mauvaise posture, elle était C'est ça. la tête complètement défoncée. Avec Et, la police qui était censée venir le chercher. C'est ça, exactement. Bruce avait expliqué à Elena, laissons-le là, la police le récupérera. Donc là, je pense que la police devait être occupée à faire autre chose parce qu'il est en train de faire ses achats de Noël avec son fils. C'est ça. Mais du coup, eh bien, comme c'est lui qui avait récupéré les dossiers, alors certes, Batman les a récupérés, mais ça reste toujours une piste qui peut le ramener jusque-là. Et c'est bien, en fait, eh bien, d'arrêter toutes les pistes. Donc, il est sur le point de se faire écraser par une voiture, quand soudain... Ah, attends, tu oublies de préciser l'essentiel de cet épisode, carrément, je n'ai pas peur de le dire. Comment est-ce que l'assassin qualifie-t-il le petit Papa Noël? De pigeon. Il l'appelle pigeon. pigeon. Très bien, très bien, Coïncidence, je ne crois pas. très bien. J'ai compris où tu voulais en venir. Mais en tout cas, c'est Huntress donc, qui sauve eh bien, le bonhomme, puisque Batman n'est plus là, pour le moment. Et donc du coup, elle lui donne même un endroit où en fait aller se protéger pour le moment avec son fiston. Oui, donc il y en a part de Bruce Wayne. Oui. Elle s'en fout, elle prête les trucs qui sont pas à elle. En même temps, la fondation Wayne est un peu faite pour ça, donc bon. Et Voilà. c'est un moment qui va vraiment servir à Bruce hein, à se Oui. rendre compte de qui il est et pourquoi il fait ce qu'il fait C'est ça. depuis toutes ces années. Parce qu'il voit vraiment ça, et du coup, c'est un criminel. Mais du coup, son fils aussi aurait été détruit en fait si jamais son père était mort, tout comme lui. Et donc du coup, Et qu'en fait, le rôle de Batman, c'est pas de venger ses parents, c'est d'éviter que d'autres victimes existent, ce que lui a vécu comme traumatisme. c'est ça. Il y a un joli message de Noël aussi derrière tout ça, parce que cet homme qui était
vraiment perçu comme un méchant assez terrible avec un pistolet au début de l'épisode. En fait, on se rend compte que c'est un père aimant qui offre des jouets, qui offre des cadeaux à ses enfants et on lui donne une seconde chance. Oui, tout à fait. Mais ça arrive dans beaucoup de choses de Noël avec Batman, cette morale. Mais donc du coup, Bruce Wayne est un peu reparti, ouais, il va recommencer à enquêter en tout cas, et du coup il va retourner au manoir Wayne, donc où du coup on n'est pas encore allé puisque il est plus ou moins abandonné à l'époque, et du coup lui, Bruce, ça lui fait un petit flashback de quand il était tout gamin. Ouais, et puis ça le rend vraiment pas poli avec Elena. Ah oui, ouais, c'est ça. Elena qui arrive, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au manoir Wayne de chez moi et ça. Chut, chut, chut. Je dois me concentrer là, s'il te plaît. C'est pas poli, mec. Bon, tu permets, là, on a plus... C'est un peu le seul moment de l'épisode, d'ailleurs, où Elena n'est pas sur un pied d'égalité avec Bruce, où Bruce la prend un petit peu de haut, parce qu'il a mieux à faire que de s'occuper d'elle. C'est ça, mais voilà. je pense aussi qu'il y a le côté, on a plus forcément beaucoup de pages pour finir l'histoire. Chut, là, faut vraiment qu'on y aille, là. Et puis, c'est bon, on a compris que t'es pas de ce monde, t'arrêtes, voilà. Mais donc, le flashback, pour revenir à ça, tout simplement, il se souvient d'un Noël. Où Monsieur Randolph, le comptable. Voilà, Monsieur Randolph lui a offert un joli camion de pompiers. Mais, Monsieur Randolph, comment saviez-vous que je voulais un camion de pompiers? Parce que t'es un gamin déjà. À cette époque, tout le monde voulait des camions de pompiers. Et est-ce que le Père Noël vous l'a dit? Non, quelqu'un qui t'aime beaucoup plus que le Père Noël, mon garçon. Ton père et ta mère. Et qui lui dit forcément en lui tenant en fait l'épaule. Voilà. Et c'est là que Bruce Wayne s'écrie « Mais c'est ça! C'est ça !» Et donc du coup... Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et donc du coup... Eh ben nous on ne sait pas encore, mais en tout cas c'est ça qui a en fait redonné vraiment l'envie à Bruce de redevenir Batman, même si on sent qu'il avait quand même récupéré un petit peu puisqu'il avait déjà le costume sous ses vêtements. Mais en tout cas, Elena, elle est ravie, elle est même en pleurs, elle est vraiment heureuse, elle est contente que l'histoire ne se répète pas. Oui, c'est ça, parce que là, pour le coup, c'est plus ou moins son oncle, mais en plus, c'est son père aussi qui est mort il y a vraiment très peu de temps. C'est la légende de son père qui, quelque part, continue, même si c'est sur un autre monde, c'est pas grave. Voilà. C'est ça qui est important, c'est que ça continue. Et continuons notre histoire pour notre part et revenons dans la maison, enfin dans le manoir, je sais pas. C'est la maison de Monsieur Randolph. Voilà, la propriété de Monsieur Randolph. Et Batman, il se la joue comme dans Dawson, il passe par la fenêtre. J'ai l'impression que c'est la cheminée. Ouais, moi j'aurais dit la cheminée aussi, ouais. Ah oui, effectivement, c'est la cheminée. Noël ou pas Noël. Mais par contre, impeccable la tenue dans ce cas-là. Ou c'est soit la tenue, elle a un bon revêtement. Le ramoneur va être passé. Je pense. Et donc, du coup, il arrive et là, j'ai un cadeau pour vous, même si vous n'allez pas beaucoup l'aimer. C'est la vérité. C'est ça. Et donc, du coup, l'enregistrement qui a été fait, c'était pas Thomas Wayne, c'était vous, déguisé en Thomas Wayne. Et donc, mais comment pouviez-vous savoir après toutes ces années? Il ne doit pas savoir ce que c'est Bruce Wayne. Que même déguisé en tant que papa, il ne pouvait pas contrôler en fait son habitude en fait de tapoter nerveusement en fait. Et donc en fait, c'est plus ou moins le mec s'est fait griller par un toc. C'est ça. C'est plus ou moins sous-entendu qu'en fait, quand il avait pris l'épaule de Bruce Wayne étant gamin, en fait, il lui a tapoté l'épaule. On l'a vu aussi le faire plusieurs fois sur son fauteuil roulant. Et c'est le petit bruit tap-tap-tap qu'on entendait dans l'enregistrement. Et franchement, il aurait eu un syndrome de Tourette, l'enquête, elle aurait été beaucoup plus rapide. Et beaucoup plus drôle. C'est vrai. Il a beau se faire démasquer, n'empêche, ça lui fait pas grand-chose. Il explique que de toute façon, tu pourras jamais le prouver, tu pourras jamais m'envoyer en prison. C'est ça. Mais son sort est peut-être pire en fait. Ouais, parce que comme lui dit Batman, mais tu vis déjà dans une forme de prison et il le quitte et en le laissant tomber en larmes, quoi. Ah oui, misérable pour sa fin de vie. Ouais. Ah ouais, non, clairement ça fait mal. On le voit vraiment se recroqueviller sur son lit. Waouh.
Mais donc du coup, c'est le moment d'aller voir du coup le criminel originel, ou en tout cas, apparemment, donc Huntress y est allée toute seule pendant que Batman faisait ses courses chez Monsieur Randolph. Tout à fait. Et justement, lui nie, dit que c'est vraiment Thomas Wayne, que de toute manière, elle peut rien prouver. Et elle lui dit, mais de toute manière, une analyse électronique, ça va prouver que c'est pas Thomas Wayne, mais ça peut pas servir de preuve. Non, mais si on le sort assez dans le public, c'est ça. Tout le monde. Voilà. Et en fait, elle lui ressort exactement. C'est assez étonnant, en fait. On lui retourne la monnaie de sa, on lui redonne la monnaie de sa pièce, puisque c'était la même chose que ce dont lui menaçait Batman plus tôt. C'est ça. Ce sera sa parole contre la sienne, et entre la parole des Wayne, qui sont quand même plus ou moins les sacro-saints de cette ville, et celui d'un criminel notoire, on se demande qui va-t-on croire. Voilà, c'est ça. Alors, surtout par contre, je voudrais votre avis sur parce qu'on a parlé des vêtements tout à l'heure de Spurs, Sanders, mais qu'en est-il des vêtements quand il se fait démasquer? Je ne saurais pas les décrire. Il porte un espèce de poncho avec des babouches jaunes. Je ne comprends pas. C'est une chemise de nuit type western. C'est ça, il dormait. Ouais. C'est ça, il dormait, on l'a réveillé. Donc, ça aurait été beaucoup plus drôle qu'ils le mettent avec la tenue là qu'ils ont tous dans les westerns, le truc rouge avec l'ouverture au cul comme les nourrissons. Une grenouillère. Ouais, mais ça aurait été plus drôle. Mais en tout cas, du coup, ce qui s'est passé aussi entre-temps, c'est que du coup, les preuves justement qui avaient quand même lancé toute l'enquête à la base, du coup, elles ont été données en tant que cadeau à quelqu'un qui en avait besoin, et c'est le commissaire James Gordon. Eh oui, il va passer un bon Noël à lire tout ça. Des lectures bizarres. Non, mais en voyant ça, on peut imaginer que ça va lui servir pour conserver son poste. Oui, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Conserver son poste et aussi tout simplement faire régner la justice. C'est finalement un peu tout ce que veut Gordon. Voilà. La dernière page est une jolie page où c'est pour célébrer Noël. Et on a en signature. Alors, déjà, on retrouve Helena et Bruce qui vont passer Noël ensemble. Hein. C'est le cadeau qu'Helena demande à Bruce, c'est de pouvoir rester auprès de lui. C'est ça. Et enfin, de rester auprès de lui pour Noël et aussi pour voir en fait ce qu'on voit. C'est-à-dire que généralement, Batman, quand on le voit faire ça, il est toujours tout seul. Quand il va voir la tombe de ses parents et qu'il fait ses serments et tout ça, c'est un moment normalement solitaire. C'est un moment où il n'y a personne d'autre. C'est le héros face à lui-même. Et là, non. Justement, c'est ce qu'elle lui demande parce que c'est la légende de Batman, c'est la légende de son père, c'est tout ça, et elle en fait partie. Et oui. Non, puis c'est une belle image aussi, quoi. Et en parlant de belle image, on a le droit aussi à la signature de l'ensemble du staff DC qui souhaite un joyeux Noël à nous, aux lecteurs. Ouais. C'est ça. Et en plus, quand on est fan de comics comme on en est tous les trois, c'est amusant d'essayer de reconnaître toutes les signatures. Alors, j'ai pas réussi à toutes les reconnaître. Moi, il y a des gens que j'adore là-dedans. Ne serait-ce que Karen Berger, quoi. Ah bah oui. Mais même par exemple... Giordano, Paul Levitz, Wine. Ouais. Mais même par exemple, Janet Kahn, pour moi, c'est une des meilleures époques de DC, tu vois. Oui. On trouve Joe Kubert aussi. Oui. Il y a des très grands noms. Paul Kuperberg, des très très grands noms. Paul Levitz, Sheldon Mayer. Len Wein. Oui. Je vois qu'on a eu tous le même petit jeu à essayer de reconnaître les signatures. C'est ça. Et donc, c'est la fin. Est-ce que vous avez repéré celle de Stan Lee? Non. J'étais en train de chercher au cas où. Mais ça aurait été très rigolo. Ouais. Et donc c'est la fin. On aurait été capable à l'époque. Oui. C'est la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce titre du coup? Est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que vous l'aimez toujours autant? Je pense que la manière dont on l'a décrit, tu as ta réponse quelque part. Hein. C'est vraiment un épisode très chouette. Mais comme tu l'as dit, c'est presque pas un épisode de Noël. Ouais. Oui, c'est avant tout un très bon épisode de Batman. Ouais. C'est ça, mais c'est justement, on peut se servir de Noël pour juste créer des bonnes histoires sur certains thèmes, en fait, tout simplement. Et là où je suis pas d'accord, c'est que ça reste quand même vraiment une structure de conte de Noël. Notamment, t'as Huntress, son rôle, c'est d'être le fantôme des Noëls passés, quoi, ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour moi, passé et futur aussi, parce que c'est aussi plus ou moins son possible futur lui-même. Ça peut être potentiellement, peut-être qu'il aura un jour une fille. Qui sait? Peut-être.
Peut-être, oui. Non. Et surtout, en fait, c'est même dans la conclusion où tu as les trois personnes qui vont avoir Mhm. une vraie suite à l'histoire. Hein. Tu as donc Randolph qui va être mourir Rongé par son passé. et rongé par le passé. Tu as Spurs qui va finir en tôle. Commissaire Gordon qui va suivre sa carrière parce que là, en fait grâce à Batman, il vient de réussir à être sauvé. C'est vraiment, ouais, tu as trois aspects de ce que le sort peut réserver. Et Bruce Wayne, en fait, enfin, Batman, pour le coup, qui est plein d'espoir pour l'avenir. Et puis, c'est pas fréquent qu'on a l'habitude de voir un Batman plein d'espoir, surtout, surtout ces dernières Oui, années, quoi. maintenant, oui, c'est malheureusement un aspect qui est pas mal gommé, mais Batman, c'est aussi quelqu'un qui fait ça justement parce qu'il a l'espoir que personne d'autre que lui ne vivra ça, en fait. Mm. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime Batman, pour le coup. Et une autre différence par rapport au Batman auquel on est habitué aujourd'hui, c'est que c'est un Batman positif. Oui. Quand il rencontre Jim Gordon, il lui remonte le moral. C'est ça. Il sait reconnaître sa valeur. Mais on en parlait tout à l'heure, il va redonner une seconde chance aux brigands. C'est assez classique, mais la toute première page dont on parlait, il va rendre des enfants heureux. Oui. C'est des pages qu'on verrait plus aujourd'hui, ça. Et puis même dans la représentation, parce que tu prends toutes les pages au cimetière, là on conclut quand même sur une image de lui dans le cimetière devant la tombe de ses parents. C'est des images qui sont fortes, parce qu'il y a vraiment... Mais aujourd'hui, on te mettrait des statues gothiques et compagnie à un cimetière que Tim Burton sous ecstasy aurait pu designer. C'est ça. Et là, non, c'est quelque chose de sobre. C'est ça. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'on ne verrait absolument pas sur cette dernière image, c'est le soleil. Ouais, le soleil qui se lève pour annoncer un nouveau jour qui se lève, oui, tout à fait. Un nouveau jour, un nouveau départ, le fait que la nuit, finalement, n'était qu'éphémère, ces moments de doute, ces mauvais moments, en fait, sont passés. Mais et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit Batman dans un cimetière, forcément, il fait nuit. Et puis oui, puis comme je te dis, hein, c'est des grosses colonnades, c'est des cryptes ahurissantes. Bah, là, tu vois bien qu'il y a une statue quand même dans le fond. Clairement. Oui. Mais... non, il n'y a pas de statue. Si, sur le côté. Moi, je dirais que c'est le début d'une statue. Ok. Bon, on va dire que c'est un socle si tu veux. mais non, mais voilà, le truc, c'est que ça reste quand même un cimetière qui est pas fantasmagorique non plus, quoi. Et c'est moi, Batman, ces dernières années, je viens vraiment plus le supporter, justement, parce qu'on le charge de toute cette symbolique. Tu reprends les fameuses images de fin des années 90 où tu avais une gargouille au-dessus de la ville, et puis tu avais Spider-Man, Spawn, Batman et compagnie qui attendaient pour faire la queue, pour faire des... C'est vraiment, j'ai l'impression de retrouver ce Batman aujourd'hui, et ça me déplaît fortement. Et de relire des histoires comme celle-là, ça me fait beaucoup de bien. Mais après, tu parlais d'un Batman qui était un peu plus positif, qui faisait des choses positives. Par exemple, Batman, pour une grande partie encore des années 90, et même sur certains titres des années 2000, était encore assez positif, et avait beaucoup de moments comme ça. Et en fait, c'est ça. Il y a des cycles. Il y a des moments où ils veulent le rendre plus dark que dark. Moi, je me rappelle du début des années 2000 où ils ont commencé suite à Cataclysme et No Man's Land, quoi, où ils ont commencé à lancer un Batman de plus en plus sombre, ce que tout le monde dans la presse comics US appelait le Uberbat. Oui. Tellement fallait qu'il soit plus sombre que plus sombre que plus sombre. Et fallait qu'on lui casse le bras 4 fois, qu'on lui arrache, qu'on le chiffre, et puis qu'on lui remette en place après. Ça devenait surréaliste. Et c'était tout le temps des phases comme ça. Là, actuellement, dans Batman, je trouve qu'on y est beaucoup. Oui. Enfin, du moins, jusqu'à ce que j'ai arrêté de le lire. Moi, j'ai arrêté de le lire au moment de Zero Year. Je supportais plus du tout. Alors, ça s'est un peu calmé. On est tombé sur un... Alors, avec Tom King, en fait, on est arrivé sur un Batman qui, par exemple, peut poser des réflexions aussi sur le suicide ou sur des choses comme ça. On était sur pas mal d'aspects psychologiques. Et il y avait aussi le côté trouver de l'espoir éventuellement dans un mariage. Voilà. Et là, actuellement, on est revenu sur vraiment quelque chose de très très basique actuellement avec la Joker War ou des trucs comme ça. On est vraiment sur... c'est du Batman lambda. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Batman lambda.
Non, ça fait pas longtemps. Il suffisait de lire Detective Comics. Oui, non, mais je veux dire... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une série Batman. Là, c'est ça. Je suis d'accord. Dans le titre Batman, on a eu Morrison, on a eu vraiment des visions... ça fait longtemps. Oui, mais tu regardes justement, dans le run de Morrison, t'as la mort de Bruce Wayne, certes, mais le Batman qui remplace Bruce Wayne, Dick Grayson, c'est un Batman qui est totalement différent du Batman sombre qu'on a pu avoir durant le Uberbat ou qu'on a eu sur le run de Snyder, quoi. Le run de Snyder, vraiment, en Zero Year, j'ai trouvé ça imbitable. C'était une épreuve à lire chaque numéro, quoi, tellement je détestais ça. Et c'est vraiment, en fait, un personnage que j'ai arrêté complètement de lire parce que je voulais plus m'infliger ça, quoi. Bah, il y a par rapport à... En tout cas, à ce que tu parles par rapport à Snyder, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de mieux actuellement. Voilà. Je te rejoins. Et il y a clairement, moi, de relire des histoires comme celle de cette époque-là, on peut regretter que c'est pas des histoires qui font 6 numéros pour faire un joli TPB dans les librairies, parce que c'est l'argument qu'on me sort le plus régulièrement sur la période du Bronze Age. C'est oui, mais ça fait pas un TPB, c'est en un épisode, on s'en fout. Je préfère un bon épisode. C'est ça. Un bon épisode de 24 pages que de dire un TPB à chier sur 6 x 24. Quoi. On peut faire un TPB avec 6 petites histoires. Après tout, voilà. Moi j'en ai des TPB de Brave and the Bold, tout simplement. Oui, non, mais le truc, c'est que l'écriture en TPB, on te fait valoir ça comme étant le must du comics, et je suis pas d'accord. Je préfère honnêtement, cette histoire de même pas 24 pages, je sais même pas combien elle fait. Elle fait moins. Elle fait moins, si tu enlèves les pubs, elle doit faire 18 pages. 19, comme 19. Ça. Ouais. Et le truc, c'est que j'ai pris plus de plaisir à lire ça qu'à lire beaucoup de TPB, on va dire relativement récents de Batman. J'ai retrouvé tout ce que j'aime dans les histoires de super-héros avec cette histoire, quoi. D'accord. Bah voilà. C'est là-dessus qu'on va se quitter, en tout cas. Voilà. Donc du coup, bon, malheureusement, on va devoir se dire au revoir, mais pour faire durer encore un tout petit peu le plaisir, eh bien, je vous laisse éventuellement parler de vos derniers exploits, de ce que vous avez sorti dernièrement. Allez-y, c'est à vous. Je te laisse faire, Gray. Allez, alors le dernier épisode en date, c'est un épisode One Shot First qu'on a consacré aux comics d'horreur. Voilà. Et on a choisi des horreurs, ça c'est clair, surtout si je me souviens bien pour Marvel. On a fait fort tous les deux, oui. Ouais. Et j'ai même pas fait exprès. Moi, je connaissais pas le titre en question. Je sais pas si tu l'as lu, toi, SN Parade, cet épisode avec la mort de Dracula, qui servait de préquel à un retour à une histoire des X-Men. Je ne sais même plus laquelle. Ah oui, ça. C'était pas bon. J'aime beaucoup Dracula. Voilà. Et moi aussi, hein, le tombeau de Dracula, c'est une très belle série. Mais voilà, non, c'est clairement pas le meilleur truc qui a été fait avec le personnage. Non. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais on traite aussi des titres intéressants. Hein. Oui, par exemple, vous aviez parlé du Freddy, si je me rappelle bien aussi. Ouais, c'était pas fou non plus, ça. Hein. Qui est pas fou, mais en fait, au vu du contexte de production, franchement, ils s'en sont bien tirés. Ouais. Oui, non, il est intéressant d'un point de vue historique, on va dire, mais ouais, d'un point de vue qualité, c'est un autre souci. On avait aussi déniché des petites pépites de l'âge de bronze de House of Mystery chez DC qui était très sympa. Non, vraiment de la pure horreur. Ou alors un truc fait par Bruce Timm, vu qu'on parlait de Batman, Bruce Timm qui fait une histoire qui est chargée de sexe et de violence, qui est absolument saisissante. Ah oui, Flinch. Ouais. Qui est vraiment un bijou, cette histoire. Non, c'est... Vous prendrez plaisir à nous écouter, je pense, hein, parce que nous, on a bien rigolé. On a beaucoup moins à rire en lisant les titres Marvel, mais on a bien rigolé en faisant l'émission. C'est ça. Et puis la chanson de fin, toujours désolé, mais j'ai beaucoup ri, moi, à vous la poser. Oui, voilà, la chanson de fin, c'est pas obligatoire. Si, il y a un bonus derrière, secret. Oui, c'est vrai. Et du coup, je crois aussi que vous en avez une qui va pas tarder à sortir, qui est peut-être pas sortie au moment où cette émission sortira. Enfin, ça va dépendre
Voilà, c'est là, on a décidé de traiter d'un gros morceau, ce qui n'est pas dans nos habitudes. Habituellement, on traite surtout de titres, on va dire, qui sont passés plus ou moins sous le radar. Oui. Mais là, en fait, on va s'attaquer à un auteur légendaire qui Alan est, Moore. qui est Alan Moore, et avec un de ses titres fondateurs, qui est donc Marvel Man, Miracle Man. Oh. Très très intéressant. Qui a connu une histoire éditoriale très mouvementée. Ah oui. Et c'était super intéressant à traiter. On ose espérer que vous la trouverez aussi intéressante à écouter. Bah, moi en tout cas, je sais que je serai au rendez-vous. Et je peux que conseiller les autres de faire pareil. Eh ben, on te remercie. De rien. Et donc voilà, c'était la fin pour cet épisode. Moi en tout cas, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode avec de nouveaux invités. Et puis on se dit au revoir. Ciao. Au revoir, merci.